Sur la belle voix et les belles paroles, la belle chanson interprétée par Cheikh Ali Le Massakri, que je vous dis à toutes et à tous encore une fois, bonsoir. Bonsoir enfants d'Algérie et bonsoir amis de notre beau pays. Alors encore une fois, ce soir, nous sommes donc dans une très très belle wilaya et c'est donc Maaskar. J'espère que nous allons pouvoir vous donner plus d'informations que vous n'ayez déjà et sinon aussi vous faire voyager à travers donc Mascara, mais que je préfère appeler Maaskar. Alors, je vais vous présenter sans plus tarder les enfants de Maaskar, puisque c'est eux qui ce soir vont vous parler de leur ville, de leur wilaya. Voici donc à ma droite, je me permets de vous présenter monsieur, enfin c'est un docteur, hein, le docteur Ahmed Bouchettara, est donc médecin, citoyen de Maaskar. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc vous êtes, vous, de Mascarville? Je suis originaire de Mascara, oui. Natif de Mascara, oui. Très très bien. Un vrai. Un vrai de vrai. Très bien. À vos côtés, donc, Monsieur Bouchettara, il y a Mohamed El Kurti. Alors, El Kurti est président de l'association culturelle nommée Émir Abdelkader. Alors, vous êtes né à Alcor, c'est ça? Non. Le quartier disons, je suis né à Mascara comme tous mes frères, oui. Mais on est originaire de la ville d'Alcor, qui est, on va probablement en parler, le dire tout à l'heure, oui. Le vieux Mascara. Le vieux Mascara, c'est l'ancien. Qui a à vol d'oiseau peut-être 4 km. De Mascaraville. Oui. Très bien. En face de vous, alors nous allons également écouter et découvrir en même temps Monsieur Ahmed Ben Safir. Ahmed Ben Safir, bonsoir. Bonsoir. Alors aussi, vous êtes un enfant de Maaskar également? Depuis 3 siècles. Ben Safir, les Ben Safir. Oui. Marhaba bik. Allah ysalmak, merci beaucoup. Et à vos côtés, c'est Ali Chico. Oui. Aussi, il veut dire citoyen de Mascara. Oui. Enfant et citoyen de Mascara. Étudié ici, travaillé ici, donc j'ai passé ma vie à Mascara. À Mascara. À Mascara, Allah yibarak. Et vous n'avez jamais quitté Mascara? Jamais. Ni envisagé de le faire? Enfin, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut, peut-être, nous on a déjà une idée sur cette belle wilaya d'Algérie, mais est-ce qu'on peut définir à tous ceux qui nous regardent, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, ou même à ceux qui sont ici même en Algérie, est-ce qu'on peut leur définir déjà l'appellation de Maaskar? D'où vient-elle et que signifie-t-elle? Et aussi, comment on appelait Maaskar avant? Alors, qui c'est qui peut se lancer? On laisse ça au docteur. Bon, pour ce qui est du nom, le nom de Mascara est assez récent. Oui. Le premier nom de Mascara qui a été après la conquête arabe, ça a été plutôt la Rachidia. 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 Et l'origine de Mascara, c'est al-Asakir. Il y a plusieurs interprétations. Oui, il y a même un livre qui a été fait juste sur la place. Absolument. Il y a mon ami Belkacem Hadjaïl vient d'écrire un petit livre sur la toponymie de Mascara. Et on relève à peu près peut-être une dizaine ou une quinzaine d'orthographes latines du nom Mascara. Alors, il existe des noms, des appellations de Mouaskar, Askar, El-Askar, enfin, il y a énormément de noms divers, mais disons, d'une façon générale, c'est... Mais l'Askar reste quoi? C'est le casernement, c'est la forteresse. La forteresse. Et la protection aussi, quelque part. La protection aussi. Oui. Si je peux me permettre, il y a, normalement, c'est vrai que ce qu'a dit, je confirme ce qu'a dit M. le Dr Bouchettara, l'appellation remonte normalement, théoriquement, au début du XVIIIe siècle. C'est avec la venue du Bey Bouchlern, qui a été nommé par le Dey d'Alger. Le Dey d'Alger, c'était, disons, le premier beylicat de l'Ouest. Donc, il a d'abord posé, c'est les jalons du beylik de l'Ouest à Mazouna, d'abord. Elle est restée une quarantaine d'années à peu près comme capitale de l'Ouest, et puis il a transféré la capitale à Mascara, et plus précisément sur les ruines du village d'El Kurt, dont on parlait. Et là, il a construit une caserne, et apparemment, c'est l'origine, cette caserne, Mouaskar,
qui est une des interprétations possibles, probables, Entre autres. une des interprétations possibles et probables de al-Askar, c'est la mère des soldats qui était là-bas. Voilà. La mère des soldats. C'est une Très bien. c'est en 1730 à peu près. Donc. Oui. En tout cas, elle avait cet esprit, encore une fois, protecteur par rapport... C'était une ville fortifiée avec voilà. des remparts Oui. et avec des portes, plusieurs portes qui permettaient l'accès à la Les ville. remparts ont existé jusqu'à après 1960. Ils existaient encore jusqu'à après Il y a encore des traces à 1960. ce jour. Très bien. Un esprit protecteur, donc. Alors, cette fois-ci, je vais vous donner un chiffre. Oui. 200 000 ans. 200 000 ans. C'est Si l'homme de- le, c'est l'homme de Thierry si Buffet. Maaskar serait 100, 200 000 ans quand même, c'est énorme. Et 200 000 ans signifie, est-ce que quelqu'un peut se lancer? Oui. Même On peut-être dit un même peu 400 plus. 000. C'est-à-dire la vraie histoire. L'archéologie nous a montré que le premier homme, l'Homo erectus, qui a vécu, disons, qu'on peut historiquement le situer entre moins 800 000 et moins 400 000 ans. Cet Homo erectus dérive de l'Homo Oui, oui, allez-y. Atlanticus, voilà. Et cet Homo erectus, on l'a découvert dans Du cimetière de dans le cimetière de Palikao, qu'on appelle communément l'homme de Palikao. Ou homme de Térénife. Ou l'homme Ternif. de Térénife. Ou de Homme de Térénifine, Mauritanie. ou l'homme de Mauritanie. Mauritanie, Absolument. aussi. Et d'après les études archéologiques, c'est la plus vieille Oui. Oui, ou... vie de La plus l'homme, ancienne. la plus vieille au niveau de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas de signe de signe de vivant en Afrique du Nord au niveau de la truc de Palikao. Très bien, donc on est en train de voir en même temps les images des ruines. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des circuits, des guides touristiques qui mènent à ces ruines? Là, je saute un pas. Hein. Oui? Bon, concernant le circuit touristique pour la ville de Mascara, il faut dire que la wilaya de Mascara a des potentialités réelles en matière touristique, puisqu'on a le tourisme culturel, le tourisme cultuel, Oui. le tourisme naturel, donc le tourisme thermal, puisque Bouhanifia est considéré comme la capitale thermale Oui, du nous Maghreb. allons en parler dans quelques instants. Et l'homme de Palikao, le site où a été découvert l'homme de Palikao, fait partie de ce circuit touristique dans la wilaya de Mascara, entre autres, parce qu'il y a d'autres sites. Est-ce qu'il y a eu d'autres culturels. fouilles? Pas à ma À connaissance. votre Pas à ma connaissance. connaissance. Est-ce qu'il y a eu Pas à d'autres ma connaissance. fouilles? Non, c'est une découverte qui a faite En 1900, voilà, en 1900. 1925. Hein. En 1925, très bien. Alors, on va aussi passer un pas sur la présence, sur l'époque, si vous voulez, l'époque numide. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'époque numide à Mascara? Alors, Je préfère laisser mon ami Cheikh Karti parler de ça. Non, Et moi, je laisse la Ouais, parole. parce que la mémoire, docteur, on va vous solliciter. la mémoire risque de me jouer des tours. Alors, la période numide. c'est-à-dire il existe plusieurs tribus berbères qui sont spécifiques de cette période de numide. Oui. Il y a 3 tribus qu'on pense être les Haurawa, les Znet. C'est ça. Et ces tribus berbères appartenaient à un royaume, le royaume de Sifax, pardon. C'est la partie ouest de l'empire de Sifax. Et Mascara a eu une importance importante pendant cette période parce que le royaume de Sifax avait pour capitale Siga, qui était situé sur l'actuel Ain Temouchent, le site de Ain Temouchent. Mais vu l'importance de Mascara, moi je crois qu'il faut revenir un petit peu Un à petit ça. peu hein. encore à ça, oui. Pourquoi Mascara est une ville, est une région, pardon. Oui. La région de Mascara, pourquoi est une région importante? Parce que sa situation est fondamentale. Pour comprendre l'importance de Mascara, il faut revenir à la situation de Mascara. Mascara À son emplacement, en fait. absolument. Géographique. Mascara, géographiquement, est située au centre, absolument, au centre de l'ouest algérien. Et elle est située sur un parcours, tous les conquérants, les commerçants qui voulaient de l'Est
passer à l'ouest passaient obligatoirement par Mascara. Et ils ne passaient pas par Mascara simplement par les facilités géographiques. Non, Mascara aussi était une région où la richesse abondait à Mascara. Il faisait très bon vivre à Mascara. Mascara en ce temps-là était beaucoup plus verte, était recouverte d'énormes forêts. Il y avait énormément de production d'orge, de blé, de miel. Ce qui fait que les gens qui passaient par Mascara trouvaient un milieu favorable à quand même rester, se reposer, s'alimenter et repartir vers l'ouest. Il en est de même pour les gens qui venaient du nord. C'est exactement pareil. Le nord, pour aller au sud, il faut passer par Mascara et aller vers les hauts plateaux et le Sahara. Là aussi, c'était une halte agréable. Mascara était une région agréable. Et c'est pour cela que Mascara était aimé par les gens. C'est pour ça que nous avons énormément de gens, des saints, qui ne sont pas natifs de Mascara, mais qui se sont arrêtés à Mascara et qui sont morts à Mascara. Et qui ont enseigné, etc. Il y a eu un échange. Donc la situation de Mascara est absolument importante pour comprendre l'importance de Mascara. Deuxièmement, pour comprendre aussi l'histoire de Mascara, Mascara, on peut la considérer comme étant une espèce de miroir de l'histoire d'Algérie. Oui. Pourquoi? Tous les événements fondateurs de l'histoire d'Algérie, Mascara était un acteur important. Depuis l'Antiquité. Mascara a été une région qui était importante du point de vue décision, du point de vue... Effectivement, c'est pas pour rien. Les Romains ont installé certains de leurs campements et ont donné des noms de villes qui sont restés, pour les historiens connaissent. Je pense que l'histoire va encore... Probablement d'autres fouilles, d'autres vont nous faire découvrir une présence romaine réelle. Parce que les fouilles qui ont été faites dernièrement, par exemple la Benienne, qui a combien de kilomètres? Une quarantaine de kilomètres. À une quarantaine de kilomètres, il y a des pièces de monnaie, on voit des photos ici, des poteries, ils sont installés. Les Romains se sont installés sur le site de Mascara, ils ont créé une route pour aller vers le sud, ils se sont arrêtés même un peu plus loin que Saïda, mais c'est Mascara qui leur a permis ce passage. C'est pour confirmer ce que dit le docteur Bouchtara, c'était un passage quand même assez obligé, et parce que le site était intéressant, fertile. Alors, de ce pas justement, j'ai vu juste, c'est durant la période islamique, qu'avait connu donc bien sûr le nord du Maghreb, Mascara a connu aussi le passage des armées musulmans, conduites par Uqba ibn Nafeh et Abu Muhajir Dinar, Moussa ibn Nusayr, vers le Maghreb extrême qui est le Maroc. Ensuite, les compagnes également de Tariq ibn Ziyad, pour la conquête bien sûr de l'Andalousie. Les tribus, ils sont tous passés par Maaskar. Les tribus locales ont vite épousé l'islam comme religion, bien sûr grâce à tout ce que pouvait apporter la religion. Sauf quelques tribus zénettes qui... Sauf quelques tribus, mais quand même il y avait une partie des tribus zénettes, mais ceux qui ont épousé l'islam, c'était les Mahrawa. Absolument. Et les Houaras, c'est ça? Les Houaras, les Houarsa, du côté de Gris. Très bien. Donc, mais on dit que la période la plus riche et la plus favorable de Mascara, c'était la période ottomane. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer cela et est-ce qu'on peut définir aussi, expliquer à tous ceux qui nous regardent? Je pense pourquoi? Économiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une région très prospère. Il faut se poser la question, pourquoi le Bey Boucharem ne s'est pas installé définitivement à Mazouna? Il a transféré justement son beylicat à... C'est justement pour protéger la région des invasions probables espagnoles, déjà, qui étaient installées à Oran. Oui, à partir... Bon, je pense... Bon, je vais laisser la parole au... Oui, effectivement. Il a installé Mazouna, il est resté à peu près, même pas une quarantaine, je pense une quarantaine d'années à peu près. Et puis à Mascara, à peu près de 1701 à 1792, pratiquement un siècle, presque un siècle. Donc il y a des explications derrière ça, le pourquoi. Pourquoi c'est un bey d'origine ottomane. Pour ce qui est de cette époque, cette époque ottomane, les Ottomans ont apporté un plus
à la civilisation musulmane qui a pénétré la ville, qui a islamisé pratiquement toutes les tribus, sauf quelques-unes Il y avait pas nombreuses. Mais la période ottomane a ramené un plus de civilisation et un plus de modernité. Ça, c'est incontestable. Et comme vient de le dire c'est Mohamed El-Karti, ils se sont installés pour pratiquement d'un siècle. Et il y a eu là, à ce moment-là, un brassage social de population. Et, comment dirais-je, il y a eu des tribus arabes, des tribus berbères, qui se sont liées par les liens du mariage, par leurs enfants, aux Ottomans. C'est ce qu'on appelle les Kourouglis. Et j'en suis un spécimen, je tiens à le dire. Je n'en ai pas honte, au contraire, j'en suis fier. Très bien. C'est-à-dire, pour compléter ce qui a été dit sur l'installation des Ottomans à Mascara, il faut savoir qu'en 1515, Mascara a été occupé par les Espagnols. Et le bey Mohamed Mustafa Bouchlam est venu libérer Mascara en 1518. En 1518. Le bey Mohamed Mustafa Bouchlam est resté à Mascara. Il s'est installé à Mascara au début. Enfin, quand on parle de Mascara, et ce n'est qu'après, je crois 2 ou 3 ans après, qu'il s'est décidé de transférer son état-major à Mazouna. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que tout en étant à Mazouna, il a toujours été résident à Mascara, lui, personnellement. Je ne savais pas. Oui. Justement, il aimait énormément Mascara. Pour son travail, il était à Mazouna. Il commandait pour le repos. Mais pour le repos, pour sa famille... Qui n'est pas très loin, Mazouna, de Mascara. C'est quand même... 120 km. Une centaine de kilomètres. Une centaine à vol d'oiseau. Quand même. Mais il résidait beaucoup à Mascara. Et même sa descendance ont résidé à Mascara. Voilà. C'est pour vous dire tout simplement que très certainement qu'il faisait très très bon vivre à Mascara. Voilà, c'est ça ce qu'il faut quand même qu'on sache. Qu'on sache également qu'à l'époque, toujours pendant la période ottomane, c'était aussi la réserve de Tlemcen. Mascara, qui était à l'époque siégé par le calife Zianide. C'est ça, les Zianides. Vous avez parlé du miel, vous avez parlé de raisins secs, vous avez parlé de... C'est-à-dire Mascara était un petit peu... elle fournissait la région de Tlemcen et les Zianides parce qu'il y avait un accord entre les tribus de la région et les Zianides de Mascara. Et il y avait des échanges très importants économiques et commerciaux, mais c'était aussi des relations... ils s'alliaient contre certains ennemis. D'accord. Voilà. Donc c'était plutôt une force pour les Zianides qui étaient à Tlemcen. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on a parlé comme ça brièvement un petit peu des périodes importantes qu'a traversé Mascara. Nous allons parler d'un événement, la naissance d'un enfant de Ris. La naissance à Ris d'un personnage qui va marquer non seulement Mascara, mais aussi toute l'Algérie. C'est, bien évidemment, je parle de l'émir Abdelkader. Au-delà. Exactement. Alors, qui c'est qui... Il est né à Al-Ghetna, il n'est pas né à Ris. Oui. En fait, c'était le Moubaya'a du côté de... Oui. Non, ça... Du côté de... Le Moubaya'a, elle est à Ris. Voilà, elle est à Ris, exactement. Mais il est né à Al-Ghetna. C'est où exactement? Est-ce qu'on peut situer ceux qui... C'est entre Hassine et Bouhnifia, à une dizaine de kilomètres de l'agglomération de Hassine. Très bien. C'est sur le bord de l'Oued el-Hammam. C'est là qu'il est né en 1808. Il est né, il a vécu, il a grandi. Et c'est là que se trouve également le siège de la Zawiya, de la Tariqa Qadiriyya, dont le père, Sidi Mouhaddin, était le Muqaddam, était le cheikh de la Tariqa. D'accord. Donc ils sont originaires de Sidi Qada, dans la région de Sidi Qada, à une vingtaine de kilomètres de Mascara, sur la route de Tiaret. Mais ses parents se sont déplacés sur El Ghetna, et c'est là qu'il est né.
Et c'est là qu'il a grandi. Bon, viendra par la suite l'étape de la colonisation, l'allégeance à Dardara, à Ris, la première À Dardara, allégeance. voilà, pas loin de Et Ris. puis la deuxième allégeance, c'est à la mosquée Moubaïa, ce qu'on appelle actuellement Sidi Hassan. Parce qu'il y avait la première allégeance, c'est l'allégeance des chefs de tribu. Disons, c'est une allégeance militaire. Et il y a une deuxième allégeance qui s'est déroulée en janvier ou en février de l'année 1833, si je me trompe. C'est là qu'il y a eu l'allégeance de la part des savants, de tous les savants de la région. La première, c'était une allégeance militaire, et la deuxième, c'était une allégeance politique, spirituelle et politique. Parce que c'est un chef militaire, spirituel et politique. En 1832, c'était le Moubaya Ad Sajara, Ad Dardara. Dardara. Et la deuxième Moubaya en 1833, En janvier, en février. À la mosquée. à la mosquée de Sidi Hassan. Hassan actuellement. Voilà, c'est ça Très bien. Alors, est-ce qu'on peut résumer, parce qu'on aimerait faire une émission spéciale, Inch'Allah, consacrée spécialement à l'émir Abdelkader, qu'on fera probablement, Inch'Allah, je l'espère, à l'endroit où a eu lieu le Moubaya'a. Enfin, c'est le souhait, en tout cas, de toute l'équipe de Canal Algérie et l'équipe d'Acœur Ouvert. Donc, moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit peu le tour sur ce personnage qui est à la fois un grand guerrier et en même temps un homme d'une grande culture. Voilà, moi je pourrais en parler également sur l'émir Abdelkader, mais je voudrais vous laisser à vous pour dire quelques mots à tous ceux qui nous regardent sur l'émir. Vous qui êtes aussi dans la fondation de culturelle de l'émir Abdelkader. Bon, c'est plutôt l'association. L'association. Mais juste pour préciser, un petit aperçu Fadal. concernant l'émir. Allez-y. Il faut pas oublier, et je crois que c'est inscrit sur le piédestal de la statue à Alger, une phrase merveilleuse qu'il a dite. Il n'est devenu guerrier que par accident. إنني لم أصنع الأحداث لكن الأحداث هي التي صنعتني. Je n'ai point créé les événements. Ce sont les événements qui ont créé. la nécessité. C'est la nécessité. Donc juste pour une introduction, je laisse la parole. Oui, parce que moi je vous dis ça parce que c'est vrai que je pense, peut-être je voudrais pas citer toute la jeunesse algérienne, mais je pense que pratiquement tout le monde connaît l'émir Abdelkader. Mais nous sommes vraiment pratiquement pas très nombreux à savoir vraiment ce qu'était l'homme. Donc c'est pour ça que je voudrais un petit peu qu'on parle du grand guerrier, du grand savant aussi. Voilà, de ce grand poète. Voilà, de ce poète, etc. Voilà, il avait toutes les qualités. C'est pour ça que c'est devenu non pas un homme pour l'Algérie, mais un homme universel. Et je parlerai du côté héros, non pas du côté guerrier, du côté héros. Et humain. Et là, héros et humain. Mais ceux qui lui ont donné encore plus cette stature d'héros, ce sont les Américains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a que Mascara est jumelé avec une ville aux États-Unis qui s'appelle El-Kader, comme ils disent aux États-Unis. J'ai eu l'honneur d'aller assister au 150e anniversaire de cette ville et de l'État de l'Iowa, et j'ai vu comment était vénéré l'émir Abdelkader. Ce qu'on appelle le El-Kader Club. El-Kader Club, c'est l'alter ego de la fondation Émir Abdelkader ici en Algérie. Et pour une petite ville qui avait à l'époque, je parle de ça en 1996, quelque chose comme 1500, 1600 habitants. Ils avaient 15 000 adhérents. Et d'ailleurs, l'histoire de la création de cette ville, ce sont 3 pionniers qui sont arrivés sur le site et ils ont dit, nous allons créer une ville ici. Chacun donnait un nom qu'on va lui donner. Et il y a un des 3 qui a dit, on va l'appeler Al-Qaïda. Ses compagnons lui ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, c'est le nom d'un héros en Algérie qui est en train de combattre nos ennemis. Parce que n'oublions pas que l'État de l'Iowa faisait partie à l'époque du grand Wisconsin, qui a été scindé en 2 et qui était occupé par les Français. Voici la stature de héros, non pas de guerrier. Juste une note concernant justement la ville d'Al-Kader, où on a eu le plaisir aussi d'y avoir été avec M. Bouabdallah avant 83. Et j'ai eu le plaisir et le privilège d'emmener des étudiants en 87. À travers le site internet, dernièrement, j'ai vu qu'après les événements du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu une volonté de débaptisation de la ville. Une volonté qu'on n'a rien à voir avec un personnage arabe, probablement un fanatique, un illuminé. Et il y a eu une petite pensée justement de le maire, l'ex-maire à l'époque qui est venu à Mascara
Quand la première visite, Édouard Bernier, un type très gentil, qui a défendu bec et ongle cette appellation. Monsieur Édouard Bernier, il a défendu bec et ongle l'appellation, il a défendu la mémoire de Amir Abdelkader d'une manière véhémente. Et ça, je viens de le découvrir dernièrement. Ça, les événements du 11 septembre ont un peu... Quant à ces poèmes, son mysticisme, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire le soufisme, il n'est plus à présenter. C'est connu pratiquement à travers le monde. Oui, sa poésie est à redécouvrir, hein, parce qu'elle est excellente. Oui, docteur? Et, je voudrais simplement, pour compléter, les faits, la personnalité de l'émir Abdelkader sont connus, il y a des écrits, tout est bien étudié. Je voudrais simplement ajouter que cet émir Abdelkader est le fruit et le résultat de tout simplement l'enseignement qui se faisait dans notre contrée. En fait, c'est là que je voulais aussi en venir, oui. L'Amir Abdelkader n'a pas été un élève de l'université X ou Y à l'étranger, etc. L'Amir Abdelkader a été l'élève de son père, évidemment, Exact. et il a été un élève des écoles coraniques, etc., de la région. Il a été à Arzew, il a été à... hein. Oui, effectivement, oui, effectivement. Et pourquoi j'insiste sur ce fait, c'est que, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'avant l'ère coloniale, l'Algérie était ceci et cela. Oui. La qualité de l'émir Abdelkader nous prouve que, quand même, dans ce pays, avant 1830, il y avait des érudits, il y avait un enseignement qui était de qualité, et cet enseignement a donné des gens de la stature d'un émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, par son intelligence, par sa formation, a été un humaniste avant tout. Il a été acculé à la guerre, mais c'est un humaniste. C'est un grammairien, c'est un scientifique, c'est un poète, etc. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Les faits héroïques de l'émir Abdelkader ont été très bien étudiés, on a je crois que c'est bon. Mais la qualité humaine de l'homme, je crois que c'est ça qui est fondamental. Qui a fait de lui... Et c'est cette région de Mascara qui a donné un tel homme. Et cette région de Mascara, elle était évidemment comme toutes les autres régions d'Algérie. Donc ce n'est pas un pays sauvage qui a été subitement découvert par des gens intelligents et civilisés. Non, absolument pas. Et c'est ça, je crois, la leçon qu'il faut retenir de tout ça. Voilà. Très bien dit en tout cas. Merci, docteur, pour ces précisions. Et pour la dimension humaniste, justement, dernièrement, je ne sais pas, il réfléchit à l'audience, le téléspectateur et les gens qui sont ici, un buste de l'émir Abdelkader, avec en même temps avec celui du Mans, celui de la Croix-Rouge. Du Mans, avec celui du Mans, ont été inaugurés il y a quelques mois de ça, à Genève, au siège de la Croix-Rouge internationale. C'est pour souligner la dimension humaniste de l'émir Abdelkader qui, on connaît son intervention, en intervenant pour sauver les chrétiens, un geste qui a été reconnu par tous les souverains, le tsar de l'époque, qui a la reine Victoria. Les officiers de l'armée française qui étaient chargés d'occuper le terrain ont tous, après avoir vu comment l'émir Abdelkader traitait ses prisonniers, ont tous eu un grand respect pour cet homme. Même ses propres ennemis. Même ses propres ennemis. Tout à fait, tout à fait. On dit, madame, que oui, avant la Convention de Genève, les termes du traité de la Convention de Genève ont été mis en application par l'émir Abdelkader. À l'époque, le droit des prisonniers, etc., ont été reconnus par l'émir Abdelkader avant la Convention de Genève. Avant la Convention, tout à fait. Donc c'est un précurseur. Il y a des gens qui soupçonnent même que René Dumont, disons soupçonnent entre guillemets positivement, s'est inspiré de la conduite de l'émir Abdelkader vis-à-vis des prisonniers. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous permettez qu'on marque une petite pause, si vous le permettez. Nous avons avec nous ici sur le plateau un poète. Alors, la wilaya de Mascara est très connue par ses poètes. Peut-être que nous allons rendre aussi ce soir